Bonjour à tous, ici le Viboriste. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le tournoi P1 de Santiago du Chili, un tournoi exceptionnel à plus d'un titre, à la fois sur la piste mais aussi en dehors. On va revenir sur les résultats donc sportifs et en même temps sur les polémiques que ce tournoi a pu engendrer. Il faut déjà parler des conditions de jeu du padel au Chili, puisque c'est un tournoi qui est quand même assez particulier. On peut le voir grâce aux statistiques de Padel Intelligence, que j'ai pu voir dans la vidéo de The Force, je vous mets le lien de la chaîne en description. Les statistiques de Padel Intelligence confirment ce que nos yeux voient quand on regarde les matchs, c'est que le jeu y est extrêmement agressif et rapide. Effectivement, ce qu'on peut voir grâce aux statistiques, c'est que le tournoi au Chili a les échanges qui sont les plus courts de l'ensemble des tournois Premier Padel, avec moins de 6 échanges par point. Il y a aussi le deuxième plus fort pourcentage de smash après un lob, donc les joueurs n'hésitent pas à prendre leurs responsabilités. Et aussi tout simplement que c'est le tournoi sur lequel il y a le plus fort pourcentage de points gagnants. Ces conditions de jeu font que la stratégie agressive est récompensée, notamment lorsque ça se joue en pleine journée, comme c'était le cas pour Augsburger et Cardona contre Coelho et Tapia, puisque les conditions du soir qui sont un peu plus fraîches rendent le jeu moins rapide. En termes de surprise sportive, on a eu Augsburger et Cardona qui ont éliminé Coelho et Tapia au stade des huitièmes de finale. Donc la jeune paire prometteuse du padel mondial qui élimine les numéros 1 mondiaux. Donc ce qu'il faut savoir, et on en avait déjà parlé lors de la précédente vidéo, c'est que Tapia a été blessé à Miami. On se demandait s'il allait même s'aligner à Santiago du Chili. Était-ce le bon choix? Honnêtement, c'est questionnable vu le match qu'il a été en capacité de produire face à Augsburger et Cardona. On voit que ses statistiques de smash ne sont pas bonnes. Il n'a pas été à la hauteur des 3 autres joueurs, alors que les conditions de jeu au Chili devraient favoriser les gros smashers comme lui. Et pendant le match, on voyait bien qu'il n'avait pas la main qui aurait permis de remettre au fond du terrain à Augsburger et Cardona. Sur ce match, Augsburger et Cardona, ils sont arrivés avec une stratégie très simple, c'est d'appliquer un maximum de pression sur Tapia et Coelho. Ils ont joué un jeu extrêmement agressif qui consistait à smasher énormément de balles et en même temps à coller le filet pour que même quand les balles sont un peu basses, on puisse facilement les claquer au sol et les faire sortir de la piste. C'est une stratégie qui a extrêmement bien marché, notamment parce que Coelho et Tapia avaient du mal à les remettre au fond du terrain. Quand c'était un lob, Cardona ou Augsburger smashaient, et quand ils étaient au filet, comme ils sont tous les deux assez grands, ils prennent de la place, soit ils bloquaient la balle et ils gardaient Coelho et Tapia en fond de piste, soit ils arrivaient à la claquer et du coup à la faire sortir de la piste. Et du coup, ça donnait vraiment une impression de ping-pong avec deux joueurs qui répondent du tac au tac. Et quand on prend un petit peu le temps de jouer au padel et de lober, et bah direct le smash qui vient punir le par 3, le par 4 au choix. Ça pose aussi la question quand on est joueur de padel de la gestion de ses blessures. Notamment parce qu'on a un partenaire qui compte sur soi. On a un partenaire qui lui se dit mais si je loupe le tournoi alors que je ne suis pas blessé, qu'est-ce que je vais faire? On a pu voir notamment Bea Gonzalez l'année dernière avec Delphi Brea, on a pu voir Lebron avec Galan aussi à un moment, où on savait qu'ils n'étaient pas complètement remis, mais ils venaient quand même jouer. Et je pense notamment que le fait d'être en paire et d'avoir quelqu'un qui ne peut pas jouer sans nous, bah, nous pousse forcément un peu à venir jouer même quand on n'est que à 90-80%, en se disant au moins je conserve ma place, je conserve ma bonne relation avec mon partenaire et je fais l'effort, je serre les dents, j'y vais. Et il se trouve que pour Tapia, on voit que là, ça lui permet pas d'être à son top niveau et il a probablement besoin de repos et en tout cas de temps pour prendre soin de lui et prendre soin de sa main. Évidemment qu'avec un Tapia à son niveau habituel, le résultat du match aurait peut-être été différent. Le match suivant, Augsburger et Cardona ont joué contre Théo et Libak en quart de finale et ont été éliminés. Notamment parce que Théo a été extrêmement juste dans son jeu, pas simplement lorsqu'il s'agissait d'attaquer, mais stratégiquement, il a réussi à les remettre au fond du terrain, là où ils sont beaucoup moins à l'aise, où ils ont tendance à faire plus de fautes, à la fois sur les lobes qui sont trop longs, ou simplement sur des défenses qui terminent dans le filet. Je pense qu'ils ont dû voir le match contre Coelho et Tapia et le fait qu'ils collaient absolument le filet et qu'ils voulaient attaquer. Et du coup, ils se sont dit, bon bah, le seul moyen, c'est de réussir à les garder au fond du terrain. Et là-dessus, Théo a été très juste. On voit aussi au nombre d'assists d'Augsburger et Cardona qu'ils n'ont peut-être pas réussi à faire ce coup de plus pour mettre l'adversaire en difficulté. Une assist au padel, on considère que c'est un coup donc, qui n'est pas gagnant, mais qui est si difficile à rattraper pour l'adversaire que normalement, derrière, on a un smash facile pour terminer le point. Si cette statistique est comptée, c'est parce qu'au padel, c'est extrêmement important de se mettre dans les meilleures conditions pour terminer le point. C'est d'abord un sport où il faut défendre, bien défendre, faire bouger ses adversaires pour ensuite pouvoir conclure le point dans de bonnes conditions. Sur ce match, Augsburger et Cardona terminent avec une assist chacun, ce qui montre bien qu'ils n'ont pas réussi à faire ces coups, non pas d'attente, mais un peu de suffocation de l'adversaire,
pour pouvoir ensuite terminer le point. Si ce tournoi a été exceptionnel, c'est aussi parce que les finales ont connu une fin absolument ubuesque. Donc déjà, les finales devaient avoir lieu le dimanche au Chili. Finalement, elles ont été décalées au lundi à cause du mauvais temps. La finale dames a démarré, elle s'est arrêtée au bout de 1 set partout. Et ensuite, on a à peine démarré le troisième set que le match a été arrêté, notamment parce que les conditions météo ne permettaient pas de le reprendre. Il se trouve que quand un vainqueur n'est pas déclaré, tout le monde est finaliste et tout le monde a les points du finaliste. Donc personne n'est vainqueur de ce tournoi. Donc le tournoi s'est terminé sans vainqueur côté femmes, ce qui est quand même assez extraordinaire. Du côté des hommes, la situation est plus claire mais pas moins dérangeante, puisque Stupastuk avait contracté une fièvre qui l'empêchait de jouer, et du coup il a déclaré forfait avant la finale, mais cette finale-là, de toute façon, elle ne pouvait pas avoir lieu, puisque le match des femmes avait été arrêté. Il est évident que si les femmes ne peuvent pas jouer, les hommes non plus. Et je pense que ça a arrangé un peu les organisateurs de pouvoir dire, bon, on a un forfait côté homme, mais en vrai, si Stupa n'avait pas déclaré forfait, le tournoi aurait été bien embêté avec ni vainqueur côté homme, ni vainqueur côté femme. C'est tout pour ce récap de la semaine. On se retrouve bientôt pour parler du Qatar Major. C'est le premier grand chelem de l'année qui commence mi-avril.